Merci, Monsieur Mélenchon, pour vos propos liminaires. Mes chers collègues, avant de vous entendre, Monsieur Mélenchon, sur les questions que j'ai à vous poser, je souhaite rappeler le cadre précis et la nature même de nos travaux. Une commission d'enquête, ça a été dit, n'est pas un tribunal, elle ne juge pas, elle ne condamne pas, elle n'instruit pas à charge, et contrairement à ce que j'ai pu entendre beaucoup dans la presse, elle n'a pas les moyens d'investigation du système judiciaire, et c'est pas fait pour ça. C'est un outil parlementaire au service de la représentation nationale, chargé d'établir les faits et de formuler des propositions pour prévenir ou corriger, en ce qui nous concerne, les phénomènes d'entrisme qui pourraient toucher des responsables publics, des organisations ou des partis politiques dans notre pays. Dans ce passage, il rappelle une distinction centrale de la tradition républicaine française: l'État ne juge jamais les croyances, il juge uniquement les actes. La liberté de conscience est présentée comme absolue, intimée, par nature, incontrôlable. Ce que la laïcité encadre, ce ne sont pas les opinions religieuses, mais les pratiques qui contreviennent à la loi. Cette lecture s'inscrit dans une conception très classique de la laïcité française, héritée de 1905, et souvent mal comprise à l'étranger. Mais cette affirmation de principe se heurte ici à une inquiétude contemporaine, celle de l'entrisme politique. Là où il résonne en philosophe du droit proche d'un Tocqueville, pour qui la liberté doit être protégée même quand elle dérange, la commission résonne en logique de prévention. On voit apparaître une tension fondamentale entre deux exigences démocratiques: préserver une liberté formelle sans condition, et garantir une liberté réelle face à des stratégies jugées déstabilisatrices. Le débat ne porte donc pas seulement sur l'islamisme, mais sur les limites même de la vigilance républicaine. Et c'est précisément à cet endroit que le débat bascule: à partir de quand la vigilance devient-elle soupçon généralisé, et qui fixe cette frontière dans une démocratie libérale ? Dans cet esprit de lucidité et de responsabilité que nous devons situer nos travaux. Car si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est aussi parce que la France a été frappée dans sa chair par le terrorisme islamiste. Depuis 2012, 50 attaques ont été perpétrées sur notre sol, dont 24 mortelles, faisant 274 morts et plus de 800 blessés. De Toulouse à Montauban, de Charlie Hebdo au 13 novembre, de Nice à Saint-Étienne-du-Rouvray, jusqu'aux horribles assassinats de Samuel Paty et de Dominique Bernard, ces crimes ont bouleversé durablement notre pays. Ils ne relèvent ni de faits isolés, ni d'une dérive marginale. Ils s'inscrivent dans un continuum idéologique, celui de l'islamisme politique, qui, sous des formes légalistes ou violentes, cherche à fracturer notre société, à délégitimer nos institutions et à miner les fondements mêmes de la République. Cette réalité nous oblige, car en amont du passage à l'acte terroriste, il existe des écosystèmes d'influence, des stratégies séparatistes et parfois des démarches d'entrisme identifiées de longue date par les services de l'État et par les chercheurs. Comprendre ces dynamiques, c'est contribuer à prévenir ce qui, un jour, peut menacer l'intégrité de la nation. Depuis plusieurs décennies, notre pays est confronté à la diffusion progressive d'une idéologie, l'islamisme, qui dépasse largement la seule question religieuse. Comme l'ont rappelé de nombreux chercheurs et autorités auditionnés par notre commission, l'islamisme est avant tout un projet politique, mobilisant des normes religieuses comme levier d'organisation sociale et, pour certains courants, comme moyen de transformation de l'État. Vous évoquiez les frères musulmans et il y en a d'autres. En France, cette implantation a pris la forme d'écosystèmes d'influence mêlant lieux de culte, associations, structures éducatives et relais communautaires. Les services de renseignement, comme les chercheurs que nous avons auditionnés, ont montré que ces structures, sans être toutes clandestines ou violentes, peuvent façonner des contre-sociétés en tension avec les règles communes. Certaines mouvances développent même des stratégies d'entrisme destinées à influencer des institutions, des collectivités ou des élus, tout en masquant leurs intentions derrière un discours conforme aux valeurs républicaines. Face à cela, notre commission a une responsabilité claire: établir les faits, mesurer les risques et déterminer si certains responsables publics peuvent se retrouver en situation de proximité, d'influence ou d'instrumentalisation par des réseaux poursuivant des objectifs incompatibles avec les principes de laïcité, d'égalité et de liberté. Alors, Monsieur Mélenchon, notre démarche n'est pas partisane, elle s'inscrit dans la continuité des alertes formulées par les services de l'État, par les universitaires et par les élus locaux. Elle répond à une conviction simple: une République forte doit regarder lucidement ce qui peut fragiliser son unité. Avant d'aller plus loin, clique sur s'abonner. Chaque seconde compte. Alors reste avec nous. Fais-le maintenant et abonne-toi. C'est dans cet esprit de rigueur, de respect et de vérité que nous entendons aujourd'hui. Votre parole compte, le président l'a dit, parce que vous êtes une figure majeure de la vie publique française. Elle compte aussi parce que certains discours, certaines alliances militantes ou certains relais associatifs suscitent des interrogations légitimes auxquelles cette audition doit permettre d'apporter des réponses claires.
Monsieur Mélenchon, les travaux de la commission ont mis en évidence dans plusieurs communes de notre pays des situations où des individus issus de mouvances islamistes ont pu exercer une influence ou accéder à des responsabilités locales. Je pense par exemple au cas de Colombes, où le directeur du cabinet du maire cumulait ses fonctions municipales avec celles de responsable d'une mosquée et d'une école coranique identifiées comme vecteurs d'un enseignement problématique. Ou encore au cas de Villeneuve d'Ascq, Valenciennes ou Douchy-les-Mines, où des personnes proches d'un écosystème frériste ont été élues ou placées à des postes d'influence. Ces exemples illustrent un phénomène d'entrisme qui peut toucher n'importe quelle formation politique lorsque la vigilance se relâche, y compris dans la sphère locale. À cet égard, une autre forme d'entrisme, davantage idéologique, a été revendiquée publiquement en 2022 par Madame Houria Boutelja, qui est fondatrice du Parti des Indigènes de la République. Avant de partir, vous êtes plus de 95% à regarder nos extraits sans être abonné. Si ce format court vous aide à aller à l'essentiel, pensez à vous abonner, à liker et à partager.